Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast B2B & Go. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ma voix est un peu différente aujourd'hui, un peu moins grave. C'est parce que je ne suis pas Simon Deschênes. Pour le premier épisode, la saison 4, on a voulu mixer un peu les choses. C'est pour ça que c'est moi aujourd'hui, votre hôte, votre animatrice. Je me présente Delphine, je suis la directrice du contenu chez Ox B2B. Je suis aussi la personne qui est derrière les caméras, qui est derrière la régie depuis ces 3 années. Puis aujourd'hui, je suis devant vous parce qu'on voulait revenir aux bases. Le podcast, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, son thème parapluie, c'est vraiment de parler de la croissance des ventes. Puis son concept, pourquoi le logo, c'est une coupe de café, c'est qu'on veut vraiment vous donner des outils en vente, en marketing, en développement d'affaires que vous pouvez prendre à l'écoute du podcast puis les amener chez vous dans votre entreprise, dans vos opérations, les appliquer puis voir des résultats. Donc, quand je pense, moi, dans mon quotidien à vente, en marketing, en développement d'affaires, je pense à la personne qui était derrière le micro depuis ces 3 années-là, puis c'est mon boss. Je présente sans attente Simon Deschênes, président, stratège, directeur du développement d'affaires chez Ox B2B. Je suis contente de prendre un moment avec toi aujourd'hui pour parler de ce qui nous passionne le plus à vente, le marketing. Avec notre bon profil. Avec notre bon profil. Je te laisse prendre une gorgée de ton café pour souligner le fait que sans accrocher ton micro, sans boire dans la main gauche. La main droite. Feels good, hein? Oui, tout à fait. Merci de te prêter au jeu. Ça fait plaisir. D'avoir le courage de faire le saut de derrière la caméra face à la caméra. Tu l'as déjà fait de toute façon. Ouais, mais je veux pas trop m'habituer. Je trouve que tu fais tellement de bonne job. On va te garder une couple d'années encore. Nous, on se connaît, on se voit à peu près à tous les jours de la semaine, mais je voulais commencer l'épisode en te donnant justement, on dirait que on n'a jamais vraiment appris, on t'a jamais vraiment rencontré, on t'a jamais vraiment connu ton parcours et tout ça. Je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui à la tête, avoir ta propre agence de marketing, de vente, de prospection B2B. Et boy, c'est un format d'une demi-heure d'habitude, hein? Fait que je vais faire ça court. Mais c'est un parcours assez atypique en dents de scie. C'est un mix, je dirais, d'entrepreneuriat dans le secteur du détail, plus précisément dans la restauration, et d'expérience quand même assez longue en agence de relations publiques, mais toujours dans des rôles de développement d'affaires, puis de développement d'affaires B2B. Donc, quand j'étais dans le domaine de la restauration, j'avais toujours un souci d'être membre de la Chambre de commerce des cercles d'affaires pas loin, d'attirer de la clientèle corporative sur les moments plus morts de la semaine pour augmenter nos revenus. En agence de relations publiques, j'ai rapidement monté en grade parce que j'avais l'intérêt à aller chercher des nouveaux comptes pour les agences avec qui j'ai travaillé. Et puis abruptement, quand je suis revenu dans le monde des agences, je pense que c'était en 2010, j'ai eu une expérience marquante, hyper négative et avec très peu de succès. J'ai été en charge du développement d'affaires pour une agence qui se spécialisait dans la conception de sites Internet et qui avait des services de SEO. À l'époque, en 2010, c'était quand même assez récent au Québec, ça existait. Puis si on se rappelle bien, les sites Internet les premiers avaient 10 ans à peu près, avec le début des années 2000 pour les premiers sites. Il y a eu beaucoup de charlatans qui avaient monté des sites Internet, puis c'est quelque chose que je pensais qui serait facile à vendre, et c'était hyper difficile, parce que le milieu avait connu, ceux qui avaient monté des sites Internet avaient eu une très mauvaise réputation.
d'avoir gardé les noms de domaine, l'hébergement, d'avoir tenu les clients en otage et tout. Fait que quand j'appelais, je faisais du cold call, j'avais vraiment une réception qui était pas très positive. Un taux de conversion assez bas. Ouais. Puis même, j'avais beaucoup de gens qui ne répondaient pas. Puis je me disais, mais Colin, c'est la première fois que j'avais pas de succès en développement d'affaires. Puis je me questionnais sur moi, mais je me questionnais aussi beaucoup sur la façon de faire parce que je trouvais que ça fonctionnait plus juste du unicanal, on va appeler ça, à outrance. Juste appeler les gens pour appeler les gens, sans outils vraiment, puis les gens ne voulaient pas nous recevoir non plus en personne, donc il n'y a pas grand-chose qui fonctionnait. Ils voulaient rien savoir. Non. Fait que je suis sorti de ça, puis j'ai eu d'autres projets, puis à un moment donné, avec un partenaire, je me suis intéressé, j'ai fait la découverte de LinkedIn en 2012. C'était comme même pas sur mon radar avant. J'ai fait aussi la découverte du social selling à cette époque-là. J'ai pris des formations sous la recommandation de quelqu'un avec qui j'ai été en affaires par la suite. Puis on a monté des programmes de formation pour les vendeurs, comme j'en avais été un, en B2B, pour apprendre à se servir de ce réseau social-là, mais de d'autres plateformes aussi, pour être capable d'améliorer ses résultats en développement d'affaires. Puis on a donné des formations à des entreprises très connues ici. Ça visait la grande entreprise. C'était le fun. Les gens étaient super intéressés. Mais au final, les vendeurs ne faisaient pas vraiment la grande majorité de ce qui était enseigné parce que ça demandait beaucoup de soucis de détails. C'était beaucoup de petits détails qui étaient loin d'un closing de vente. Je me suis éloigné de ce projet-là. Et puis en 2015, on m'a mis en contact avec quelqu'un qui était intéressé à ce que je faisais en formation, mais en Done for You. Puis là, ben, c'est là que Ox est né, dans le fond. Parce que la méthodologie... À l'époque, ça s'appelait Oak Trees. Oui, au début, ça s'appelait Oak Trees, t'as bien raison. Lonely Wolf. Oui, et t'étais, je pense, à la pire, pas en 2015, là, mais quelques années plus tard. 2018, ouais. Puis, c'est ça. J'ai un client, 2 clients, 3 clients qui se sont greffés. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. C'est-à-dire que le faire à la place des gens, pour les gens, d'intégrer de la prospection multicanale, ça fonctionnait. Fait que c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né, c'est bon. Ouais. Puis la prospection, comment ça l'a évalué dans le temps? Je suppose que qu'est-ce que tu faisais comme dans le développement d'affaires, social selling, tout ça, même tes pratiques que tu faisais à l'époque, c'est quoi comparé à maintenant? Ça doit tellement avoir évolué parce que même si dans le temps, tu étais un peu comme visionnaire ou audacieux dans tes techniques, il y a tellement eu de mouvements, de changements depuis les dernières années que... Ah ouais, c'est un défi, encore en 2015, d'essayer de faire comprendre à beaucoup de gens, je ne sais pas tout le monde, là, mais à beaucoup de gens en entreprise que LinkedIn est un outil très puissant pour faire du développement d'affaires. C'était perçu comme un CV en ligne. Il n'y a personne qui comprenait que c'était une base de données incroyable pour pouvoir prospecter. Et juste cet aspect-là, c'était vraiment difficile de le faire comprendre. Puis ensuite, ça n'existait pas vraiment ce qu'on fait là. Oui, il y avait l'ancêtre, je dis tout le temps, c'était les agences de télémarketing, les centres d'appel. Mais c'était pas la méthodologie que je proposais. Moi, je proposais de le faire au nom du client, comme on fait aujourd'hui, mais un peu plus, évidemment, basique, parce qu'il y a beaucoup plus d'outils qui se sont greffés maintenant. Aujourd'hui, le défi n'est pas là. Le défi, il a changé. Il y en a toujours. Les gens connaissent maintenant même le multicanal depuis 1 an ou 2. Je pense qu'on en parle avant. On en parle depuis... Moi, j'en parle depuis 2015. C'est comme d'inventer un mot à ce moment-là. Là, c'est vraiment plus le cas. Là. Je pense que il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Mais le défi, c'est... Ouais, mais ça marche-tu vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services. Et puis, il y a beaucoup de fournisseurs de services qui font aussi beaucoup de choses, qui fonctionnent plus ou moins. Et puis, ça dilue un peu le produit. Fait que c'est le défi différent. Oui, c'est aussi de le faire comprendre, est-ce que c'est nécessaire? Mais les réseaux sociaux, le monde ne soit pas là-dessus, ou les preneurs des décisions, puis c'est de faire comprendre aux clients que toi, dans ton quotidien, tu l'utilises-tu, Facebook? Quand tu magasines tes produits, tes produits ménagers, tu te fais-tu influencer par ce que tu vois en ligne, sur les sites web, que l'image de marque, des marques avec qui que tu courtises, mettons? La réponse, c'est oui. Fait que de plus en plus, tes procédures d'achat dans ton quotidien, mais si tu es un preneur de décision, un acheteur,
dans l'entreprise, ben je sais tu vas t'attendre un peu plus à ou être plus responsive, mettons, aux mêmes techniques qui est utilisées dans ton quotidien. Oui, les gens sont de plus en plus présents, du moins ils ont un compte. Il y a deux façons de voir les choses. C'est que le réseau social, on parle surtout de LinkedIn parce qu'on est en B2B, surtout dans nos opérations chez Ox. C'est une base de données exceptionnelle pour rechercher des preneurs de décision. Après ça, est-ce qu'ils sont engagés sur la plateforme? Souvent, non. T'sais, souvent, c'est peut-être 50-50 de niveau d'engagement, mais ça reste après ça un canal où on peut utiliser la messagerie privée, on peut utiliser une approche courriel. Quand on dit multicanal, c'est là que ça fait du sens, en effet. C'est de donner le plus d'opportunités possible à ton audience de recevoir ton message, de recevoir ton contenu, de voir ta marque. Mais il y a eu une grosse évolution entre aujourd'hui et en 2015. C'est la part du contenu, la part du ce que le marketing de contenu vient interagir avec la prospection est de plus en plus proche, je trouve. En tout cas, dans notre approche, on le fait, mais ouais. No comments, tu sais. Obviously, je pense comme toi, étant directrice de contenu. Ouais, j'ai vu un gros shift aussi juste depuis 2018. Réellement, avant, c'était un bonbon, là, le contenu, c'était un plus qu'on donnait. Maintenant, c'est rendu plus une nécessité là, pour être capable de convertir efficacement. C'est absolument une nécessité. Maintenant, c'est dans l'exécution de la... tout le monde peut dire qu'ils font du multicanal, mais on parlait, même avant le podcast, on parlait de technique. Moi, j'aime pas vraiment me parler de technique. J'aime plus appliquer des principes. Des bonnes pratiques. Bonnes pratiques. Dis-moi donc, justement, dans dans notre quotidien, mais aussi dans le gros concept de prospection multicanal, c'est quoi les bonnes pratiques pour mener une bonne campagne de prospection multicanal? Bien, ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup des plateformes qui nous offrent... utilise ma plateforme, tu vas pouvoir bombarder autant de monde que tu veux, tu vas pouvoir monter des listes, gérer tes campagnes multicanales de messages LinkedIn, de courriel, après ça, suivi, téléphonique, tout ça, tout bien séquencer ça. Mais on pense pas à la façon de le faire, puis de plus en plus, il y en a des outils à la disposition des gens, fait que ça fait de plus en plus de bruit pour ceux qui reçoivent ça, fait que c'est de plus en plus difficile de cut through the noise, comme on dit. Fait que il y en a plusieurs principes, il y en a un. Le premier, c'est la précision de la cible. C'est de prendre d'être vraiment très soigné dans l'élaboration de sa liste, premièrement, d'entreprises qu'on va viser, puis de preneurs de décision, parce que ça part de là. Si on vise juste à côté de la cible, si on n'a pas une bonne liste... T'as beau projeter le plus beau message, les plus beaux mots, les plus beaux contenus à la mauvaise personne. Bon, c'est basique, là, comme principe, mais c'est la base quand même, puis on envoie beaucoup des mauvaises listes. On prend des listes que nos clients ont achetées, de choses comme ça. Hey, prends ça, c'est bon. Il n'y a rien là-dessus. Il y a juste aussi le CEO. On le sait, plus l'entreprise est de taille, de plus grande taille, plus c'est difficile de rejoindre les preneurs de décision qui sont en haut de la pyramide complètement. Fait que ça sert à rien de rejoindre un CEO d'une compagnie de 150 employés et plus, là. Et peut-être des fois, il y en a qui vont s'intéresser, mais c'est hyper difficile. Fait qu'il faut vraiment être capable d'aller cibler quelques personnes qui semblent être des personnes décisionnelles, puis ensuite, ça va aller mieux. Ça, c'est la précision de la liste. Après ça, c'est toujours de bien illustrer sa distinction. T'sais, si on utilise juste les scripts d'approche pour expliquer qu'est-ce qui nous différencie, pourquoi on serait une solution intéressante potentiellement pour monsieur, madame, un tel, on utilise très peu le pouvoir du marketing de contenu, justement du contenu. Pas le marketing, mais de la création de contenu de vente. Donc, d'être vraiment... Le contenu de vente en mode prospection, c'est très peu, je trouve, développé comme expertise. Il faut être très concis, il faut être percutant, mais c'est sûr que c'est des notions qui existent en marketing partout, là, mais encore plus, là, parce qu'on interrompt les gens dans leur journée. Pour quelques secondes, il faut qu'ils daignent regarder une pièce de contenu qu'on partage avec eux quand on est en conversation, et puis que ça tape dans le mille. Puis qu'ils se sentent interpellés. Oui, puis que ça leur tente de nous accorder quelques minutes de plus en rencontre exploratoire. Fait qu'il faut être très percutant. Fait que illustrer efficacement la distinction, c'est important. La personnalisation de l'approche. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est ça. Pour se sentir interpellé puis t'accorder du temps, il faut qu'ils aient l'impression que tu leur parles à eux puis pas juste à
le client générique qui peut utiliser ta solution. Exact. On l'applique même dans la création de contenu. On a des clients qui, avec la même offre, ils vont viser l'industrie du transport, les manufacturiers de produits d'énergie, les panneaux solaires, d'autres industries. Ben, celui qui reçoit ça, même s'ils font le même service, même si notre client offre le même produit-service, ils veulent l'avoir dans un contexte comme le leur. C'est quoi les bénéfices que ça m'apporte à moi dans mon entreprise? Puis malgré que ça soit les mêmes bénéfices à toutes les industries, seulement un qui n'a pas rapport déjà là, au moins, c'est comme, il est tout fait du sens. Une image qui n'est pas celle d'un avion, quand toi, tu as une compagnie d'avion, ben c'est pas la bonne chose, tu sais. Des détails, comme tu dis. Oui. Puis l'hyper-personnalisation, ça veut dire prendre le temps aussi de regarder ce que la personne fait. On peut de moins en moins utiliser l'automatisation de messages. C'est ça que ça veut dire. Puis l'envoi de masse, puis tout ça. Oui. Qu'avant, la prospection, on entendait souvent, ben ça prend 100 appels pour générer 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous. Moi, j'aime pas vraiment cette métrique-là parce que oui, c'est encore... Les ratios, ça dépend, là, ça va dépendre tout le temps, mais d'y aller au volume, c'est très dangereux pour une PME, entre autres. Encore une fois, je reviens sur ça, le PME B2B, parce que souvent, ça s'adresse à des marchés où il existe quelques centaines, voire 1 millier, 2 milliers d'entreprises potentiellement des clients pour eux sur un certain territoire. Si on lâche des gens sur les cold calls puis qui font 100 appels par jour, ben, ça veut dire qu'en 20 jours, on n'a pas une liste, là. Ouais, ça, qu'est-ce que tu recommandes comme technique un peu pour savoir quel volume de messages privés envoyés par semaine, combien de volume de courriels, d'appels? Je comprends, on en a déjà parlé dans un autre aussi épisode, là, l'ingénierie inversée, mais tu as aussi des benchmarks que juste en général, même si ta liste est immense, pour être capable d'avoir cette personnalisation-là, parce que la personnalisation va même dans les interactions, tu sais. Après, si la personne daigne répondre à ton courriel, ton message privé, ben c'est pas juste « Ah, parfait, ben deuxième message j'envoie », comme une personnalisation dans toutes les réponses. Exact. C'est quoi ben tu sais, ça, en messagerie de réseaux sociaux, si on parle de LinkedIn, mais il y en a d'autres, on veut créer une conversation. C'est ça qu'on veut créer. Puis une conversation qui a de la valeur pour l'autre. On veut pas juste la tirer d'une trappe. Donc, la réponse à ta question, c'est le moins possible. Je veux dire, on veut pas... Si on est capable de générer, si notre but c'est de générer 10 rencontres, si on est capable de le faire avec 10 prospects, ça serait la stratégie idéale qu'on contacte. Parce que notre liste qu'on a déjà élaborée, elle va toujours être bonne. Ces entreprises-là qu'on veut avoir comme clients, elles vont toujours être préqualifiées comme clients. Ils vont pas changer demain matin. Non, pas tant que ça. Si on vise des manufacturiers de portes et fenêtres au Canada, il n'y en aura pas 100 de plus l'année prochaine, là, à moins qu'il arrive, mon Dieu, une bombe nucléaire, je sais pas, sur un certain pays puis qu'il en manque, là, mais ça n'arrivera pas. Fait qu'il faut avoir des techniques, des stratégies qui maximisent nos chances avec chacun des prospects. Puis ça, je trouve que c'est une tendance qui n'est pas là en ce moment, qui est dans l'hyper-automatisation. Qu'est-ce que tu dis aux gens, c'est soyez patients, soyez plus stratégiques, puis les résultats vont venir. D'avoir une approche qui est durable, d'être très personnalisé dans son approche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire ses recherches sur le prospect, de montrer que c'est pas un robot qui les approche, mais vraiment une vraie personne. Mais il faut quand même être concis, il faut quand même réussir à pas prendre trop de temps pour s'expliquer. Donc, mais d'être très personnalisé. Oui, tout à fait. Puis de faire constamment, d'être en mode itératif, que j'appelle, d'être constamment en train de repenser ses façons de faire et tout. Puis tu nous dis souvent aussi, justement, dans l'itération, tu dis souvent de ne pas attendre d'être parfait non plus avant de lancer ta campagne de prospection, parce que justement, cette itération-là te permet de t'ajuster. Oui. Fait que vous y allez pas le plus vite possible, mais de pas t'attendre, tu sais, pas te... mais faites juste me le mettre, puis mais je pense que de pas attendre d'être parfait, ça résume vraiment tout, parce que c'est quoi être parfait? Tu sais, c'est quoi un bon contenu? C'est quoi un bon message? C'est comment qu'il est reçu? Si on trouve que le bon message, c'est pour nous autres, ben c'est parce que c'est pas pour nous autres, c'est pour la personne qu'on vise. Si ça intéresse cette personne-là, si ça pique sa curiosité, puis que ça génère un intérêt assez pour une rencontre parce qu'il y a des besoins, là, ben là, c'est un bon message pour cette personne-là. Fait que, oui, effectivement,
c'est mieux de sortir des blocs assez rapidement, puis de le faire avec très peu de contacts. Une base critique suffisante, un 10-15 messages même, c'est suffisant pour dire oh, OK, ça réagit 0. Ah, on a tel type de réponse, donc on est peut-être un peu à côté de la plaque qui ne comprennent pas tout à fait. Ou ça va bien ça. Mm-hmm. Mais même quand on a des messages qui génèrent des beaux résultats, ça ne dure jamais. Il y a toujours un moment où il faut changer notre approche, puis changer les champs de personnalisation, si je les appelle comme ça, même si on n'utilise pas d'automatisation. Donc, l'autre principe, la prospection, ça ne peut pas être la seule stratégie d'acquisition de nouveaux clients pour une entreprise. Dans la grosse stratégie de croissance des ventes, c'est qu'une seule facette de tout ça. C'est une des facettes. Les autres, c'est quoi? Tu connais pas. Pas pire. Pas pire, hein? Si je te demandais d'en nommer, tu dirais quoi? Ben, c'est sûr que moi, je suis biaisée. Parce que c'est sûr que une grosse partie d'une croissance générale d'entreprise, je trouve, de plus en plus, c'est d'accorder une importance au marketing de contenu, à son image de marque en ligne, son écosystème numérique, comme je le dis souvent. S'assurer que tu as du contenu qui te positionne comme un expert peut t'aider dans ta croissance générale. Un site web qui te représente bien, qui parle aux bonnes personnes, peut te générer des leads que tu n'as pas besoin nécessairement d'aller chercher en stratégie outbound. Fait que c'est un pamphlet, mais je sais que d'autres, mine de rien, nous, on est dans le numérique, mais il y a encore des stratégies. T'sais, le social, le people to people, le fameux H2H, il pèse encore dans la balance. Bien, c'est sûr que, tu l'as dit, on va y revenir au marketing de contenu, mais la présence dans son industrie, être bien réseauté, travailler son réseau, ça va toujours rester ça. Ça reste qu'on fait affaire avec des personnes, puis lorsqu'on a un réseau, lorsqu'on a développé à travers de cercles d'affaires, à travers d'associations dans son domaine et tout ça, d'être présent, c'est important, c'est toujours important. Puis, un peu avant la pandémie, on sentait vraiment les gens délaisser les trade shows, les fonds commerciaux, les événements d'association. Les gens étaient un peu tannés. Il y a comme une fatigue chronique de ce type d'événement-là. Ça a pris du temps avant que ça revienne. Le monde n'était comme pas prêt tout de suite quand on a enlevé le masque à revenir. Mais on a senti, je pense que les gens ont compris qu'il y avait une importance. Au même titre que le télétravail à outrance versus la présence au bureau, c'est un autre sujet, mais c'est un peu le même, je pense, le même raisonnement derrière. Évidemment, les trade shows, les foires commerciales dans son domaine, ça reste quelque chose qu'il faut penser à faire. Des fois, pour calculer le retour sur investissement. Mais si on revient au marketing de contenu, qui était très, très peu considéré en B2B, il y a encore 2 ans, je dirais même. C'est fou. Qui l'est encore très peu par certaines entreprises, mais on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'adhésion parce que c'est ce qui fait que tu peux bâtir une confiance maintenant auprès d'acheteurs qui viennent visiter. Parce que les gens qui visitent un site Internet, un site vitrine, par exemple, qui a 5 pages, puis qui sait tout, qui n'a pas vraiment rien sur les réseaux sociaux, qui n'a rien à se mettre sous là-dedans, ben tu passes à un autre appel. T'es comme... Tu manques une opportunité parce que la statistique qui est encore là, c'est de 65 à 75% du parcours d'achat qui est complété par un acheteur B2B avant qu'ils veulent s'engager d'une conversation live. Là. Visio, téléphone, présence. Fait que si on y en donne pas, puis que notre compétiteur, il y a des capsules vidéo qui expliquent, qui sont des TikTok qu'on appelle, c'est de 4-5 minutes sur certains aspects de la technologie, du service, du produit qu'on vend, puis qui nous donnent l'occasion de nous familiariser avec l'offre avant même d'arriver en rencontre, ben on risque de même pas l'avoir, puis cette entreprise-là va avoir la business, tu sais, va avoir le deal. C'est sûr, certain. Fait que ça travaille aussi avec tous les aspects. Oui, il y a une petite mouche. On a une intrus. On a de la visite. OK. Ah, elle veut parler sur le micro. Ah, OK. Je sais pas si on est capable. Ouais. OK, on va... Ben, écoute, ça, c'est weird. Ça arrive. Bon. Ça arrive. Une groupie. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, la prospection, on ne peut pas agir seul parce que tout ça, c'est interrelié. Par contre, la prospection relie un peu tout ça. Parce que une fois qu'on va avoir, des fois, on va avoir vu qu'il y a des visiteurs qui sont venus sur notre site Internet, on peut aussi
ça peut permettre de faire des approches à ces gens-là par la suite. On va avoir rencontré des gens des trade shows. Il y a des suivis à faire de ça. Là, ça devient du warm communication, là, mais ça fait partie du chemin de la prospection. La prospection ne s'arrête pas parce qu'on a une rencontre exploratoire. Il faut continuer son chemin, qui sont des techniques de vente dans le fond. Et qu'effectivement, je trouve que la part du marketing de contenu, on le voit ici. Avant, dans un mandat, on faisait une petite capsule vidéo, une landing page, puis that's it. Là, maintenant, on s'occupe de polir ce qui est sur les réseaux sociaux, de créer du contenu sur le site Internet, d'ajouter beaucoup de pages au niveau des produits et services parce que les gens veulent en savoir plus, de travailler sur des pages de témoignages Google My Business, par exemple. La fiche Google My Business, c'est plein de super différentes maintenant à tout considérer pour, comme on dit souvent, la crédibilité de l'entreprise. L'uniformisation aussi sur toutes les plateformes soit là pour augmenter nos chances que nos prospects nous fassent confiance puis qu'ils voient qu'on est sérieux comme entreprise puis ils devraient faire affaire avec nous. Oui, insistons sur la notion du back-check encore, s'il n'est pas très français, mais la crédibilité en ligne, surtout en mode prospection, on contacte du monde qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, c'est-à-dire, et puis on leur demande d'entrer en relation avec eux sur la base qu'on trouve que le type d'entreprise, notre offre pourrait convenir. Ben, si ces gens-là viennent voir automatiquement qui on est, puis qu'il y a plusieurs drapeaux rouges à certains endroits, ben ça ruine nos chances d'avoir du succès en prospection. Fait que c'est de plus en plus interrelié, de plus en plus proche. Tout à fait. Ben, on le parlait, tu sais, le marketing de contenu, dans les principes, on peut rappeler peut-être la précision de la cible, d'illustrer la distinction à travers du bon contenu, la personnalisation de l'approche. Évidemment, j'ai pas noté, mais la documentation des efforts aussi. Tu sais, moi, j'ai fait partie d'organisations où on se lançait en mode prospection, puis c'était on a une liste, on appelle. Ah, c'est ça, en masse. On se souvient même plus de qui on a appelé. Un an après, tu arrives en poste, il y avait un autre vendeur que tu n'es plus dans la boîte. Tu rappelles les mêmes entreprises. Puis là, tu disais, hey, je m'ai appelé, ça fait 3 mois, là. Ah, c'est ça, effectivement. Donc, ça va de soi, mais d'utiliser un CRM, c'est... Puis vraiment de le documenter, tu sais. Puis aujourd'hui, il existe il existe des CRM, mais il existe aussi des applications qui peuvent prendre des notes à notre place, qui peuvent enregistrer les appels, mais faire le transcript direct dans le deal, dans le CRM. L'intelligence artificielle qui est capable même de vulgariser pas juste un transcript total, mais les points importants. C'est les points importants, effectivement. C'est sûr que... Fait que ça, la documentation est importante. Évidemment, de travailler d'autres stratégies. Puis voilà. C'est ce qui va c'est ce qui va bien au niveau... C'est les principes qu'on utilise du moins là, pour... en 2024 pour la pratique qu'on offre à nos clients. Bon, puis maintenant, là, on parle de comment aller contacter les gens, comment aller gagner leur confiance, comment les rencontrer sur le terrain. Mais une fois que tu as cet appel exploratoire-là, que tu as réussi à le booker par courriel, que ce soit par téléphone, que ce soit un inbound lead, que ce soit une poignée de main avec un échange de cartes d'affaires, tu te ramasses en rencontre exploratoire. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi tes meilleurs conseils pour la closer, cette vente-là? Parce que la croissance des ventes, il faut les faire, les ventes. Pas juste d'avoir plus de gens dans le pipeline, c'est d'avoir plus de conversions aussi dans le fond. Oui. Là, on tombe vraiment dans la vente à ce moment-là. On transite de la prospection à la vente. Et, oui, ça fait. Puis, tu sais, ça n'a pas tant changé. Je pense que là, c'est une relation humaine que les gens ont. Puis, effectivement, la job est faite. Souvent, c'est ce que nos clients veulent. Hein. Ils veulent des rencontres. Mais des fois, on s'aperçoit que les rencontres, il y en a un bon ratio qui sont échappés, qui sont pas bien menés. Puis après ça, pas fini non plus. Là, il y a les suivis, il y a la présentation de l'offre ou d'autres façons de faire. Fait que le but, c'est de closer un deal, d'aller chercher le chèque finalement. Qu'est-ce que tu vois, ce que j'ai coupé, mais justement, qu'est-ce que tu vois que les gens ont tendance à faire qu'il faudrait qu'ils arrêtent de faire? Qu'est-ce que tu proposes au contraire pour remplacer pour améliorer les techniques? Ben, c'est que la majorité des gens qui vendent en B2B
souvent, c'est pas des gens qui ont été formés nécessairement. Donc, c'est des exécutifs, c'est les propriétaires, c'est les dirigeants. C'est des experts, c'est encore ça. C'est des gens dans le technique. En PME, c'est encore beaucoup ça. Puis l'erreur la plus fréquente que je vois, c'est qu'on est donc passionné de sa bébelle. Donc, notre produit, notre service, notre technologie, c'est la meilleure, puis on est passionné de ça, fait qu'on voudrait en parler, là, on veut tout nommer ce qu'elle fait. Mais le prospect de l'autre bord, c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse s'il achète, c'est soit de prendre avantage d'une opportunité que notre offre, notre service, notre techno va lui apporter, ou que ça règle un problème chez eux. Fait que lui aussi, il veut parler de lui. Il veut juste régler son problème. Il veut pas... C'est bien plate, là, mais ce qu'on offre, c'est pas... C'est l'aspect qu'il va régler, puis en fait, c'est deux choses. Ça règle un problème, puis de visualiser, oh my God, ça va être quoi la vie après ce problème-là qui est réglé. Donc, c'est pas juste moi qui dis ça, là, c'est beaucoup de techniques de vente qui se centrent autour de ça. Fait que c'est vraiment l'erreur la plus commune, c'est de vouloir de prendre le plancher puis de pitcher. Moi, le terme pitcher, là, je pense qu'il n'y a rien que j'aille plus que ça. Là, ça veut dire... garde ça pour les ascenseurs. Oui, bien quand on se fait poser la question, parce que c'est pas de temps, on se rappelle surtout d'une soirée de réseautage des personnes agréablement, là, qui nous ont posé des questions qui sont réellement intéressées à nous, réellement, là, que des personnes qui nous ont garoché ce qu'ils faisaient dans la vie, puis c'est tout ce qui comptait. L'intérêt, c'est de poser des bonnes questions. Pas des questions juste pour se faire aimer, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour aller chercher l'information qui va mener à la prochaine étape, qui souvent est l'élaboration d'une offre de service ou d'une soumission ou d'une proposition, puis on va vouloir la présenter. Fait que ça, c'est l'erreur commune numéro 1, c'est qu'on parle beaucoup trop de ce qu'on fait, beaucoup trop de fonctionnalités qui ne concernent absolument pas le problème que la personne a de l'autre côté. Généralement, on peut régler plein d'affaires chez un client, mais c'est pas ça qui intéresse le prospect. Surtout pas dans un appel exploratoire. Normalement, après ça, il va y avoir d'autres étapes aussi. On le sait, là, dans le B2B, en plus, les cycles de vente sont beaucoup plus longs. Oui. Fait que tu vas avoir d'autres chances de lui expliquer tous les détails de ta patente que tu aimes donc, tu sais. Ça va être le moment plus tard. Ça va venir, à ce moment-là. L'autre chose, c'est aussi de pas former des enjeux de la personne dans son organisation. Parce que des fois... Puis peu importe si c'est le président ou le directeur des achats ou les gens aux opérations ou au RH, de connaître c'est quoi son environnement, c'est quoi ses enjeux à elle ou à lui dans son organisation. Parce que c'est là que le H2H que tu mentionnais tantôt rentre en ligne de compte. Parce que oui, l'entreprise dont tu fais partie a besoin potentiellement de la solution qu'on offre, mais lui, là, ça va se passer comment? Est-ce qu'il faut qu'il présente un comité d'achat? Est-ce qu'il est le seul à prendre la décision? Souvent, c'est non, mais est-ce qu'il va falloir qu'il fasse une vente à l'interne? Est-ce qu'il a besoin d'être appuyé? Est-ce qu'on peut être là? Est-ce qu'on ne peut pas être là? Donc, puis comment ça se passe, ce processus-là? Souvent, nos clients oublient ou passent ça sous silence, ne s'informent pas suffisamment de ça. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nuire grandement aux chances de closer un deal, parce que si on n'a pas cette information-là, ça ne nous aide pas. As-tu un autre exemple? Un autre faux pas? Oui, bien, après ça, il y a les suivis. Là, il faut faire ces suivis. Il faut être capable d'avoir, premièrement, d'être capable de planifier la prochaine étape lors d'appels exploratoires. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas fait. On se dit, OK, jamais aller ton prospect sans avoir une autre date, un autre ça va arriver qu'ils ne veulent pas nécessairement le planifier tout de suite, mais au moins de planifier un moment de relance. Est-ce que c'est OK si je relance tel moment? Donc, ça, c'est souvent pas nécessairement mis en pratique. Et puis, évidemment, les suivis. Puis, la prise de notes des suivis qui ont été faits, c'est-à-dire de prendre des notes dans le CRM à la limite, de dire, OK, j'ai fait mon suivi-là, ça serait à refaire la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On a parlé peut-être de l'affaire pour pouvoir personnaliser les suivis aussi. Oui, bien sûr. De pouvoir aussi, dans la nature des suivis, être très concis, être plus, de ne pas réexpliquer toute l'offre nécessairement, donc d'être conscient qu'on veut se rendre d'une étape à une autre dans le processus de vente et pas tout déballer tout de suite, c'est pas le temps. Souvent aussi, d'envoyer sa proposition de service avant même de l'avoir présentée, ça, on voit ça souvent. C'est une pratique dans des milieux où la distinction, c'est vraiment une question de prix seulement. OK,
c'est rarement ça aujourd'hui. Nos clients, en tout cas, c'est pas le cas. Là. Ils ont tous une valeur ajoutée. Donc, dans un cas de valeur ajoutée, c'est essentiel de présenter son offre de service avant de l'envoyer. C'est ça qui va faire la différence. Ben oui, parce que sinon, ce que l'acheteur fait, c'est qu'il lit rien, puis il s'en va à la fin, puis il regarde le prix. Puis là, ben, il n'a pas idée de ce qu'il achète vraiment. Il se fait une idée lui-même, mais il ne prend pas en considération c'est quoi qui est offert de plus qu'un compétiteur. Et voilà. C'est principalement ce qu'on a à dire. Ensuite, il y a des techniques de closing, là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a plus passé, mine de rien, quand j'y repense, encore une fois, l'espèce de cycle de vente B2B, de se faire connaître à closer sa vente. Ouais. C'est ce qu'on aime parler, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais le podcast, c'est sur la croissance des ventes en général. Puis on a beaucoup de bons invités pour parler de plein d'autres sphère de ça, parce que pas juste la croissance des ventes, mais la croissance des ventes peut être influencée par l'interne de la compagnie. On va parler d'RH, on va parler tout le temps de techno. Fait qu'on a plein de nouveaux invités. Ouais, j'ai hâte de te laisser ta chaise. Ouais, je vais me retrouver. Je sais pas, j'aime ce côté-là. On va peut-être switcher. On est prêt pour du changement. Oui, ben merci Delphine. Merci beaucoup pour aujourd'hui d'avoir pris le rôle du côté gauche de la table. Merci à toi, puis bien excité de te revoir bientôt derrière la caméra. Ouais! C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.